Imaginez une pièce bondée, les rires résonnent dans l'air, les conversations se chevauchent, pourtant une personne reste assise en silence, engloutie dans un vide invisible. Elle est entourée de gens mais se sent complètement seule, comme si personne ne la voyait vraiment. Ce paradoxe de la solitude au milieu de la connexion est une souffrance familière pour ceux qui portent une blessure d'abandon. Comme l'a observé Mère Teresa, la pauvreté la plus terrible est la solitude et le sentiment de ne pas être aimé. L'abandon n'est pas seulement une absence physique, c'est la rupture de la sécurité émotionnelle. Un parent peut être physiquement présent mais émotionnellement distant, inconstant ou négligent, laissant un enfant naviguer seul dans un monde instable. Que ce soit par la mort, le divorce, l'indisponibilité émotionnelle ou la négligence chronique, l'enfant absorbe un message silencieux et dévastateur: je ne suis pas en sécurité. Je ne vaux pas la peine qu'on reste. Cette blessure persiste à l'âge adulte, façonnant les relations, l'estime de soi et ce sentiment persistant d'isolement qu'aucune compagnie extérieure ne semble apaiser. La solitude chronique est souvent l'écho d'une blessure d'abandon qui n'a pas encore été reconnue ou guérie. Cet essai explore ses origines, les mécanismes psychologiques qui la maintiennent et le chemin vers la guérison, en s'appuyant sur les théories psychodynamiques et la thérapie des schémas. En comprenant les racines de cette douleur invisible, nous pouvons commencer à réparer les fractures de notre sentiment d'appartenance. La psyché humaine se façonne dans ses premiers moments de connexion ou de leur absence, entre le nourrisson et celui qui en prend soin. La théorie de l'attachement, initiée par John Bowlby, révèle comment ces liens formatifs créent des modèles pour nos relations tout au long de notre vie. Un attachement sécurisé se forme lorsque les besoins de l'enfant sont satisfaits avec chaleur et réactivité, lui apprenant que le monde est sûr et que les relations sont fiables. Mais lorsque les figures d'attachement sont émotionnellement absentes, inconstantes ou négligentes, l'enfant développe des schémas d'attachement insécurisés qui se répercutent à l'âge adulte. L'enfant laissé pleurer sans réconfort, ou celui dont les crises émotionnelles sont accueillies par le rejet ou la punition, intériorise une leçon dévastatrice: je ne peux pas compter sur les autres pour être là pour moi. La théorie des relations d'objets éclaire davantage comment ces expériences précoces s'intériorisent en tant qu'objets, des représentations psychologiques des figures d'attachement qui façonnent nos attentes dans les relations. Un enfant dont le parent était physiquement présent mais émotionnellement distant peut grandir avec un objet, un terme de l'amour comme quelque chose de froid ou conditionnel. Ce monde intérieur fracturé donne naissance à l'enfant intérieur, blessé, cette partie de la psyché figée dans le temps, aspirant toujours à la nourriture affective qu'elle n'a jamais reçue. L'enfant qui a été répétitivement laissé seul dans des moments de détresse peut devenir un adulte qui associe l'amour à l'instabilité, attendant toujours que l'autre chaudrope. Même dans des relations stables, il peut recréer inconsciemment le chaos de son enfance, confondant l'anxiété avec la passion et la constance avec l'ennui. La thérapie des schémas de Jeffrey Young offre un cadre pour comprendre comment ces blessures relationnelles précoces se cristallisent en schémas de vie durables. Lorsque les besoins émotionnels fondamentaux de sécurité, d'accordage, d'amour et d'acceptation ne sont pas satisfaits dans l'enfance, la psyché forme des schémas inadaptés pour faire face à la douleur. Le schéma d'abandon, instabilité est particulièrement insidieux, nourrissant l'attente profonde que ceux que nous aimons nous quitteront inévitablement, que ce soit par la mort, la trahison ou le retrait émotionnel. Ce schéma existe rarement de manière isolée, il s'entrelace avec d'autres croyances destructrices. Le schéma de privation affective murmure: personne ne me verra jamais vraiment ou ne prendra soin de moi, tandis que le schéma de défectuosité honte siffle: je suis fondamentalement défectueux et indigne d'amour. Le schéma de méfiance, abus ajoute une autre couche d'isolement: si je laisse les gens entrer, ils me feront du mal. Ensemble, ces schémas forment un cycle auto-entretenu de douleurs relationnelles. L'enfant abandonné devient l'adulte qui s'accroche désespérément aux relations, terrifié par la perte, ou qui repousse les gens préventivement pour éviter la blessure inévitable. Certains oscillent entre ces extrêmes, créant une dynamique de push-pull qui épuise à la fois eux-mêmes et leurs partenaires. La tragédie est que ces mécanismes d'adaptation, conçus pour se protéger contre l'abandon, finissent souvent par créer le rejet qu'ils redoutent. Les blessures d'abandon prennent racine dans le sol fertile des systèmes familiaux dysfonctionnels, où les besoins de l'enfant sont systématiquement sacrifiés aux limites émotionnelles des adultes. La parentification est l'une des dynamiques les plus courantes et les plus dommageables, forçant l'enfant à devenir le gardien émotionnel du parent. L'enfant apprend à réprimer ses propres besoins et émotions pour stabiliser l'adulte, un renversement de rôle qui efface son enfance. Dans les systèmes narcissiques familiaux, l'enfant existe comme une extension de l'ego du parent, valorisé seulement pour ce qu'il peut apporter plutôt que pour qui il est. Dans les foyers touchés par l'addiction, l'abus de substances du parent crée un environnement de chaos et de négligence, où le monde émotionnel de l'enfant est invisible. Même dans les familles moins ouvertement dysfonctionnelles,
des formes subtiles d'abandon laissent des cicatrices profondes. La négligence émotionnelle, le parent physiquement présent mais psychologiquement absent, apprend à l'enfant que son monde intérieur n'a pas d'importance. L'invalidation chronique, tu es trop sensible, arrête de pleurer, ce n'est pas grave, aggrave la blessure, apprenant à l'enfant à se méfier de ses propres émotions. Ces dynamiques communiquent un message dévastateur, tes besoins sont un fardeau. Tes sentiments sont faux. Tu es seul dans ceci. L'enfant intériorise cela comme une vérité fondamentale sur lui-même et sa place dans le monde. L'un des paradoxes les plus cruels de la blessure d'abandon est sa capacité à faire se sentir complètement seul même lorsqu'on est entouré de gens qui se soucient de nous. Les amitiés peuvent fleurir en surface, les relations amoureuses peuvent sembler stables, mais un gouffre demeure, un sentiment inébranlable que personne ne les connaît ou ne les comprend vraiment. C'est parce que l'individu abandonné construit souvent un faux self pour naviguer dans le monde, cachant ses vulnérabilités derrière une façade de compétence ou de charme. Il peut être l'âme de la fête, l'ami fiable, le partenaire parfait, mais à l'intérieur, il se sent comme un imposteur, convaincu que si les autres voyaient son vrai moi, il reculerait. Cette solitude est aggravée par une incapacité à recevoir pleinement l'amour même lorsqu'il est offert. Les compliments sont déviés, l'affection est accueillie avec méfiance, et les gestes de soin sont scrutés pour y trouver des motifs cachés. La psyché abandonnée, conditionnée à s'attendre à une perte, a du mal à faire confiance à la permanence de la connexion. Même dans les relations aimantes, il y a une attente subconsciente que l'autre chaudrope pour le moment inévitable où l'amour sera retiré. Cela crée une prophétie autoréalisatrice, car les partenaires peuvent finir par se retirer en réponse à l'indisponibilité émotionnelle ou au test constant. Pour ceux qui ont des blessures d'abandon, les relations deviennent des champs de mines de menaces potentielles. Chaque SMS retardé, chaque changement de ton, chaque plan annulé est analysé pour trouver des preuves d'un rejet imminent. L'esprit devient un détective implacable, cherchant des indices qui confirment sa part la plus profonde. Je suis en train d'être abandonné. Cette hypervigilance est épuisante à la fois pour l'individu abandonné et pour ses partenaires, mais elle semble nécessaire pour survivre. Après tout, si vous pouvez anticiper l'abandon, peut-être pouvez-vous l'empêcher. Cette anxiété se manifeste selon deux schémas principaux, l'accrochage et la distanciation. Le clinger devient désespéré par besoin de réassurance, ayant besoin de validation constante que la relation est sûre. Il peut envoyer des SMS excessifs, rechercher des déclarations d'amour fréquentes, ou s'énerver pour des perturbations mineures dans la routine. Le distancé, en revanche, se retire préventivement au premier signe de vulnérabilité, se protégeant en rejetant le premier. Les deux stratégies, bien qu'opposées en apparence, servent le même but, gérer la terreur de l'abandon. Aucune ne mène à une connexion sûre, car le besoin du clinger peut éloigner les partenaires, tandis que les murs du distancé empêchent une véritable intimité de se former. Le concept de Freud de compulsion de répétition explique la pulsion inconsciente à recréer les blessures de l'enfance dans les relations adultes, comme si en revivant la douleur, nous pourrions enfin la maîtriser. Pour l'abandonner, cela signifie souvent être attiré par des partenaires émotionnellement indisponibles, inconstants ou carrément rejetants. Il y a un confort pervers dans le familier, même lorsque le familier est douloureux. L'enfant qui a grandi avec un parent imprévisible peut confondre l'anxiété avec la passion dans les relations adultes, interprétant la stabilité comme de l'ennui. Il peut provoquer inconsciemment l'abandon pour confirmer sa croyance centrale. Tu vois ? Je savais qu'il partirait, ou rester dans des relations dysfonctionnelles bien trop longtemps, essayant de gagner l'amour qu'il n'a jamais reçu enfant. Cette recréation est particulièrement tragique car elle renforce la blessure originelle. Chaque relation ratée devient une preuve que le schéma d'abandon est vrai, cimentant davantage la croyance qu'il est indigne d'un amour durable. Briser ce cycle nécessite de reconnaître que le familier n'est pas la même chose que le sain, que l'amour ne devrait pas ressentir comme un test sans fin d'endurance. Pour faire face à la terreur de l'abandon, la psyché développe des mécanismes de défense sophistiqués. Ces stratégies peuvent avoir été nécessaires pour survivre dans l'enfance, mais à l'âge adulte, elles deviennent des prisons qui empêchent une connexion authentique. La surcompensation est la stratégie de devenir indispensable, le partenaire parfait, l'éternel gardien, celui qui n'a jamais de besoin. Si je peux me rendre nécessaire, la logique veut, peut-être qu'ils ne partiront pas. Mais c'est une défense fragile, car elle nécessite une performance constante et nie la vérité que le véritable amour inclut d'être valorisé pour qui vous êtes, pas seulement pour ce que vous apportez. L'évitement prend l'approche opposée, rejeter l'intimité avant qu'elle ne puisse vous rejeter. L'individu évitant peut se féliciter de son indépendance, je n'ai besoin de personne, mais c'est souvent un masque pour une profonde solitude. Il peut enchaîner les relations superficielles, saboter les connexions naissantes, ou se retirer dans le travail ou les loisirs pour éviter le risque émotionnel.
La reddition est l'adaptation la plus déchirante, se résigner à des relations insatisfaisantes ou même abusives car toute connexion semble mieux que l'abandon. L'individu résigné peut tolérer la négligence, l'infidélité ou les abus émotionnels, croyant qu'il ne mérite pas mieux. Cela reflète l'intériorisation la plus profonde de la blessure d'abandon, c'est tout ce que je mérite. Chacune de ces adaptations représente une manière différente de gérer la même peur primale. La guérison commence lorsque nous reconnaissons ces schémas non pas comme des échecs personnels, mais comme des stratégies de survie qui ont autrefois servi un but mais qui doivent maintenant être doucement mises au repos. La douleur persistante de la solitude qui tourmente ceux qui ont des blessures d'abandon n'est pas le problème racine, mais plutôt un symptôme de quelque chose de bien plus profond. Comme la fièvre signalant une infection, la solitude pointe vers une blessure émotionnelle sous-jacente, la terreur primale d'être fondamentalement inaimable. Cette peur prend naissance dans l'enfance lorsque la psyché en développement, manquant de la capacité cognitive pour la nuance, interprète l'absence ou la négligence parentale comme une preuve de sa propre indignité. L'adulte porte maintenant cette conviction inconsciente dans chaque relation, teintant les interactions d'une attente de rejet éventuel. Même entouré de gens attentionnés, il reste émotionnellement isolé, incapable de faire pleinement confiance à la durabilité de la connexion. La solitude persiste car elle sert de mécanisme de protection. Si on ne baisse jamais complètement sa garde, l'abandon éventuel ne fera pas aussi mal. En chaque adulte portant une blessure d'abandon vit un soi plus jeune qui attend toujours à la fenêtre un gardien qui n'est jamais venu. Cet enfant intérieur continue d'agir à partir de ce moment originel de trauma, cherchant inconsciemment dans les relations adultes ce qu'il n'a pas reçu dans l'enfance. Les partenaires deviennent des substituts pour des parents indisponibles, censés fournir l'amour parfait et inconditionnel qui guérirait d'une manière ou d'une autre les blessures passées. Cette dynamique échoue inévitablement, car aucune relation adulte ne peut compenser la privation de l'enfance. La tragédie s'aggrave lorsque l'individu abandonné, ne comprenant pas cette répétition, interprète chaque relation ratée comme une preuve supplémentaire de son inaimabilité plutôt que de reconnaître qu'il a demandé à ses partenaires de guérir des blessures qu'aucun père ne pourrait jamais réparer. Certains déclencheurs, l'humeur distraite d'un partenaire, un SMS sans réponse, même un ton de voix particulier peuvent transporter l'individu abandonné vers son trauma originel de l'enfance. Ces flashbacks émotionnels ne sont pas de simples souvenirs mais des réexpériences corporelles complètes où l'adulte régresse temporairement à l'état émotionnel de l'enfant abandonné. Ce qui apparaît comme une réaction excessive à une légère offense est en réalité la résurgence d'une douleur vieille de décennies. Le partenaire qui oublie un anniversaire n'oublie pas juste une date. Dans l'expérience de flashback, il réitère chaque négligence parentale, chaque nuit solitaire, chaque cri d'attention sans réponse. Ces moments sont particulièrement désorientants car l'esprit adulte sait que la situation actuelle est différente, mais le corps et les émotions réagissent comme si l'abandon originel se reproduisait. La guérison commence avec la prise de conscience cruciale que les sentiments actuels d'abandon ont souvent peu à voir avec les circonstances présentes et tout à voir avec un trauma passé. Développer cette conscience nécessite de créer un espace entre le stimulus et la réponse, apprendre à faire pause lorsque les peurs d'abandon sont déclenchées et demander « Est-ce que c'est vraiment à propos de ce qui se passe maintenant, ou est-ce une ancienne douleur qui refait surface ?» Tenir un journal peut aider à suivre ces schémas émotionnels, révélant à quelle fréquence les anxiétés actuelles sont en fait des échos de blessures de l'enfance. Les pratiques de conscience corporelle sont tout aussi importantes, car les sensations physiques de panique, poitrine serrée, respiration superficielle, nausées précèdent souvent la reconnaissance consciente d'un flashback d'abandon. La thérapie par la parole traditionnelle fournit un aperçu essentiel de la façon dont les expériences passées façonnent les comportements présents, mais la thérapie psychodynamique va plus loin en permettant à la blessure d'abandon de guérir à travers la relation thérapeutique elle-même. Alors que le client vit le thérapeute comme une présence constante et fiable, quelqu'un qui se souvient des détails de session en session, maintient des limites appropriées et ne punit pas l'expression émotionnelle, il développe progressivement de nouveaux modèles pour la façon dont les relations peuvent fonctionner. Ce processus implique inévitablement du transfert, où les anciens sentiments envers les figures d'attachement sont projetés sur le thérapeute. Lorsque ces dynamiques sont reconnues et travaillées, elles offrent des opportunités puissantes de guérison. Tout aussi important est le deuil de l'enfance perdue, permettre à soi-même de ressentir pleinement la colère, la tristesse et le désir pour ce qui aurait dû être mais n'a pas été. La thérapie des schémas offre des outils concrets pour reparentaliser l'enfant intérieur blessé. Dans le travail sur chaise, les clients donnent voix à différentes parties d'eux-mêmes, l'enfant vulnérable qui veut juste être tenu, l'enfant en colère qui est furieux d'avoir été négligé, la voix parentale punitive qui le shame pour avoir eu des besoins, et finalement l'adulte sain qui peut prendre soin de toutes ces parties. La réécriture par imagerie permet aux clients de revisiter mentalement des scènes douloureuses de l'enfance et d'intervenir en tant que leur soi adulte,
fournissant la protection et les soins dont ils avaient réellement besoin. Le reparentage limité dans la relation thérapeutique offre une expérience émotionnelle corrective, non pas en ce que le thérapeute devient réellement un parent, mais en offrant des soins, une préoccupation et une constance appropriée qui aident à réécrire les anciens schémas. La véritable guérison se produit lorsque les clients développent la capacité à s'auto-apaiser, à devenir leur propre source de confort et de sécurité. Cela commence par reconnaître que la peur intense de l'abandon, bien que compréhensible, est souvent disproportionnée par rapport aux menaces réelles dans les relations adultes. Les pratiques de pleine conscience aident à créer un espace entre le sentiment et la réaction, permettant au système nerveux de se recalibrer. Développer un dialogue intérieur avec le soi adulte sain fournit une réassurance pendant les moments de panique. Je sais que cela semble terrifiant, mais je suis un adulte maintenant et je peux gérer des émotions difficiles. Je ne suis plus cet enfant impuissant. Avec le temps, ces pratiques construisent ce que les théoriciens de l'attachement appellent un attachement sécurisé gagné, la capacité chèrement acquise à se sentir en sécurité dans les relations malgré les expériences précoces. Guérir des blessures d'abandon nécessite de pratiquer progressivement de nouvelles façons de se relier, apprendre à tolérer la vulnérabilité d'une véritable intimité tout en maintenant des limites appropriées. Cela signifie résister à la fois à l'envie de s'accrocher désespérément et à l'impulsion de se retirer complètement. Cela implique de reconnaître que les relations saines ont de la place pour à la fois la connexion et l'individualité, que l'amour n'est pas une question de possession mais de croissance mutuelle. Peut-être le plus difficile, cela nécessite d'accepter qu'aucune relation ne peut offrir une sécurité absolue, que l'imprévisibilité même de la connexion humaine qui semblait autrefois terrifiante est en réalité ce qui lui donne son sens. Le but n'est pas de ne plus jamais craindre l'abandon, mais de développer la résilience pour gérer ses peurs sans les laisser dicter le comportement. Pour l'individu en voie de guérison, l'intimité se transforme d'un besoin désespéré en un choix conscient. Là où autrefois il cherchait des relations pour combler un vide intérieur, il approche maintenant la connexion à partir d'un lieu de plénitude. Cela n'élimine pas le désir de proximité, mais en change la qualité. Au lieu d'avoir besoin de quelqu'un pour le compléter, il choisit quelqu'un avec qui partager sa complétude. Une interdépendance saine remplace l'attachement anxieux, permettant la vulnérabilité sans désespoir, la proximité sans suffocation. L'individu guéri comprend que l'amour ne consiste pas à trouver quelqu'un pour mettre fin à sa solitude, mais à partager un voyage avec quelqu'un qui respecte sa souveraineté même dans l'ensemble. Alors que la relation intérieure guérit, la solitude subit un changement alchimique. Ce qui était autrefois une blessure béante devient un espace calme pour l'autoréflexion et la créativité. La solitude, autrefois redoutée comme un rappel de l'abandon, devient valorisée comme une opportunité de se connecter avec soi-même. L'individu découvre qu'une grande partie de sa solitude ne concernait pas vraiment le manque des autres, mais le fait d'être étranger à son propre soi authentique. Alors qu'il apprend à se tenir compagnie, à apprécier ses propres pensées, à réconforter ses propres douleurs, à célébrer ses propres joies, il trouve que les relations externes deviennent plus riches mais moins désespérément nécessaires. Guérir des blessures d'abandon ne consiste pas à atteindre un état parfait où la douleur ne refait jamais surface. Les transitions de vie, les pertes ou les périodes de stress réactiveront probablement les anciennes peurs. La différence est que l'individu en voie de guérison a maintenant des outils et une compréhension pour rencontrer ces moments avec autocompassion plutôt qu'avec panique. Chaque récurrence devient une opportunité de pratiquer de nouvelles réponses, de rassurer l'enfant intérieur que cette fois sera différente parce qu'il est différent. Le but n'est pas d'effacer le passé, mais de changer son emprise sur le présent, de reconnaître les blessures sans plus être définies par elles. De cette manière, ce qui était autrefois une source de honte devient un témoignage de résilience, et la sensibilité même qui rendait l'abandon si douloureux devient une capacité pour une connexion profonde. La blessure d'abandon révèle une épidémie cachée de solitude, une qui ne peut être résolue par la simple compagnie, car ses racines ne résident pas dans l'absence de gens, mais dans l'absence de sécurité. Cette blessure déforme notre vision, faisant ressentir l'amour comme un répit temporaire plutôt qu'un foyer durable. Elle nous convainc que nous devons mériter notre place dans le cœur des autres à travers la performance, le silence ou le sacrifice, ne faisant jamais confiance au fait que nous pourrions être chéris simplement pour qui nous sommes. Mais la vérité est bien plus compatissante. Notre solitude n'est pas une preuve de notre inaimabilité, mais la preuve d'une ancienne blessure qui n'a jamais eu la chance de guérir. Réparer cette blessure demande du courage, le courage de faire face au passé sans broncher, de pleurer ce qui a été perdu sans s'y noyer, et de défier les récits de toute une vie qui ont façonné nos relations. Cela exige de la perspicacité, la volonté de reconnaître comment les stratégies de survie de l'enfance étouffent maintenant notre capacité à nous connecter. Plus que tout, cela appelle des soins, le travail patient et persistant de se reparentaliser, d'apprendre à notre enfant intérieur que l'abandon n'est pas son destin.
Si vous portez cette blessure, sachez ceci, vous n'êtes pas seul à vous sentir seul. La peur même qui vous hante est aussi un témoignage de votre capacité à aimer. Cette partie de vous qui se prépare au rejet, c'est la même partie qui espère encore, qui croit même faiblement que l'amour est possible. Et il l'est. La guérison ne signifie pas que la peur disparaîtra entièrement, mais que vous apprendrez à la tenir doucement, ne lui permettant plus de dicter votre valeur ou vos relations. La blessure d'abandon, autrefois une source de honte, peut devenir un puits de sagesse. Elle nous enseigne que la véritable connexion commence par se montrer pour soi-même, qu'avant de pouvoir faire confiance aux autres pour rester, nous devons apprendre à rester avec nous-mêmes. De cette manière, la blessure devient non seulement une cicatrice, mais un guide. Elle nous rappelle que l'amour n'est pas quelque chose que nous perdons ou méritons, mais quelque chose que nous cultivons, d'abord à l'intérieur et ensuite avec les autres. Vous n'êtes pas brisé. Vous êtes en train d'apprendre, lentement et sûrement, comment rentrer à la maison, à vous-même et à l'amour qui vous a toujours attendu.